heureux de vous savoir très nombreux devant votre petit écran pour regarder votre émission hebdomadaire Canal Presse. Tout de suite, maintenant, comme tous les dimanches, voici le sommaire de cette édition. Au Cameroun, carte nationale d'identité et région de l'extrême nord se connaissent, s'estiment et s'apprécient. Car auparavant, les opposants au régime de Yaoundé, certainement de mauvais aloi, disaient que le RDPC faisait obtenir la carte nationale d'identité à des individus pour des causes électorales et électoralistes. Cela s'appelait en son temps la fabrication des électeurs. L'élection présidentielle qui s'annonce en 2018, si elle n'est pas anticipée, ne connaîtra pas ce phénomène. Disposition a été prise dans ce sens. Surtout que le Cameroun tient à achever la vie de la secte terroriste Boko Haram par cette carte à puce. En fait de renouvellement de la technologie, pas de problème. Seul souci, et c'est là où le bas blesse, le défaut de terminaux pour permettre aux chefs, c'est ainsi qu'on appelle policiers et gendarmes au Cameroun, de procéder au contrôle. Contrôle de la carte nationale d'identité certes, mais aussi, que dire donc en amont de tout le système de l'état civil. Au chapitre de l'insécurité, la nouvelle vedette s'appelle Colbison, une banlieue de Yaoundé. Dans ce coin non perdu de la cité capitale, il y a comme des mots en série qui rappellent ceux de Bimbouman il y a 4 ans maintenant. La police a parlé des morts suspectes, mais les gens d'ici évoquent les crimes rituels. Rituels par opposition à la bonne mort. Dans le même temps, la rumeur a mis le coupé de route dans la partie sud du pays après avoir constaté cette même rumeur, les enlèvements de Boko Haram. La même rumeur, cette fois fondée, a rappelé qu'en mars 2015, un bébé fut enlevé de l'hôpital de la police à Yaoundé. Heureusement qu'un an avant, Yaoundé s'est vu doté de caméras de surveillance dans ces 4 coins, comme pour dire à quiconque pratiquera du banditisme qu'il trouvera Mbagangele en chemin. Essayons de voir. À l'heure qu'il est, Célestin Jamen et Libby Lobet sont très fâchés. Ils trouvent insuffisante la suspension de Jean-Michel Nitieux par le NEC du SDF. Ils souhaitaient pire que cela à leurs camarades, dont ils sont d'ailleurs les principaux challengers dans la course pour diriger le SDF dans la région du littoral. En dessous, on parle d'un affrontement entre l'aile conservatrice et celle progressiste du SDF. L'enjeu au bout étant l'investiture de la candidature de Joshua Oshi pour le premier cas et de Nidjon Fundi pour le second comme candidat du parti lors du scrutin présidentiel. Des manœuvres préélectorales qui appellent à se demander si on a vraiment avancé avec le SDF sur le terrain de la démocratie et pas seulement médiatique. Cette émission est un rendez-vous hebdomadaire. Elle est diffusée en direct et simultanément sur Canal 2 International, sur la radio Sud FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse, voici une émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Merci Gisdin, Pierre et Sono. Tout de suite, on accueille nos différents panélistes. Abel et Libby Lobet, bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba, merci de m'avoir associé à la réflexion d'aujourd'hui. Et je salue aussi vos téléspectateurs que je n'ai pas vus depuis très longtemps. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Avec vous, on parle du ministre des enseignements secondaires qui convoque environ 365 enseignants pour voir clair dans leur affectation. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? C'est une bonne nouvelle. Je voudrais peut-être encore être iconoclaste sur cette question parce que l'idée qu'on se fait généralement, c'est que comme nous sommes de l'opposition, il faut absolument dire que tout est mauvais, ne jamais dire que quelqu'un fait ceci ou cela de bien. Mais je crois que le ministre Ngalé a le courage de revoir un peu le secteur de l'éducation secondaire, qui est l'un des secteurs les plus pourris où les gens voient la corruption grandeur nature. J'ose croire que cette rentrée qui arrive, il va travailler à ce que l'argent qu'on paye dans les établissements scolaires publics aille effectivement dans la caisse de l'établissement, entre les mains du comptable public qui est affecté là-bas. Ce que nous appelions à l'époque les intendants, je crois qu'ils existent toujours. Et que ce soit le proviseur seul, comme fonctionnaire, qui administre l'école, qui gère cet argent. Cette intrusion des associations de parents d'élèves
entre les mains desquels nous sommes obligés de payer, ce qui est contraire à la loi. On est obligé de payer dans les APE. Et cet argent n'est pas contrôlé par le proviseur. Cet argent ne va pas au service de l'école toujours, etc., etc. Donc j'ose croire que le ministre va revoir un peu cette question. Nous avons fréquenté lui-même, moi-même, les Hervé et bien d'autres qui sont sur cette table. Et nos écoles ont parfaitement marché, on payait l'argent dans la caisse de l'intendant. Et le collège avec tout. Aujourd'hui, on nous dit de payer dans les caisses d'une organisation privée. Je conteste cela. Mais je le félicite par rapport à ce travail. Les affectations frauduleuses, etc., etc. Donc, si le ministre regarde là-dedans, il a raison de regarder là-dedans. En tout cas, jusqu'où ira Ngalé Bibeye, on verra, on ne peut rien attendre. On reste dans l'éducation pour parler de la rentrée scolaire avec le professeur Aboya Manassé. Professeur, bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba et bonjour bien entendu aux téléspectateurs de Canal 2 International. Alors on parle de la question du livre. Le ministre du Commerce, lui, annonce qu'il n'y aura pas de spéculation sur le marché. Est-ce que c'est juste un effet d'annonce? Cela peut-il être possible? Naturellement, ce n'est pas loin d'être un effet d'annonce parce que la spéculation fleurit sur des réalités concrètes, palpables. La disponibilité du livre et sa circulation dans les circuits formels. Si les gens parviennent à se procurer le livre dans les circuits informels, naturellement, ils veulent rentabiliser à travers la spéculation parce que le livre va se faire rare et les consommateurs vont se retourner vers ceux qui détiennent le livre alors qu'il n'est pas disponible dans les circuits formels. Donc, au-delà de l'effet d'annonce, il faut plutôt travailler à encadrer la disponibilité du livre de manière à ce que le prix fixé soit le prix vendu et naturellement à éviter que les vendeurs à la sauvette puissent procurer le livre en quantité supérieure à ceux qui sont censés le vendre officiellement, qui sont dans les librairies, qui sont des libraires connus et recensés. Donc c'est un problème du combat permanent entre le formel et l'informel. Et vous savez qu'au Cameroun, l'informel est plus fort que le formel. Et malheureusement, les pouvoirs publics n'ont pas les moyens d'encadrer l'informel. Tant que l'informel aura pignon sur rue, cette annonce n'est qu'un feu de paille, ce n'est qu'une annonce classique d'avant les rentrées. Et personne ne va sur l'encadrement de cette annonce une fois que la rentrée sera lancée. On verra bien la pointe du ministre de Commerce sur ce sujet. Charles Chakarel Fongan. Bonjour Charles. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de Canal International. On vous accueille avec une nouvelle de sport, pas très reluisante. Du côté de Rio, la team Cameroun, les 24 athlètes qui prennent part à cette compétition, eh bien ils ont été tous balayés d'un revers de la main. Out. Le dernier espoir, c'était encore hier, et puis le porte-étendard, lui aussi, est tombé. Vous êtes surpris? Ah, mais pas surpris. Moi, j'ai envie de dire que ces athlètes répondent de fort belle manière aux attentes des Camerounais. C'est-à-dire Oui, ils répondent aux attentes des Camerounais qui, par le passé, avaient déjà décrié la préparation qui a été faite, décrié l'effectif pléthorique de ceux qui accompagnaient cette équipe-là, et les résultats prouvent effectivement que ces Camerounais avaient raison. Donc, j'ai envie de dire que les athlètes ont fait honneur au Cameroun, fait honneur aux Camerounais que nous sommes. En quoi faisant? Avec une défaite? En envoyant ce message à travers toutes ces défaites-là, en envoyant ce message à ceux qui gèrent le sport pour leur faire comprendre qu'avec l'amateurisme, on ne peut pas avancer. Dans d'autres pays, on prépare les Jeux Olympiques pendant 4 ans, il y en a qui projettent sur 8 ans. On sait que les athlètes sont préparés sur 8 ans. Ils pourraient faire des bonnes choses, mais on se rend compte au Cameroun, c'est quelquefois 2 mois à l'avance qu'on réunit quelques personnes. Moi, j'ai discuté avec un entraîneur de boxe qui dit très bien que ceux qui ont été qualifiés en boxe n'étaient pas véritablement ceux qui devaient partir. Il parle de 2 Camerounais qui ont été laissés de côté simplement parce qu'on voulait faire honneur à 2 autres qui sont partis. Donc j'ai envie de dire qu'avec cet amatisme, on peut avancer que ceux-là prouvent effectivement qu'ils sont d'accord avec les Camerounais qui avaient pensé qu'il fallait qu'ils répondent de cette manière-là. Alors donc vous êtes satisfait du milliard qui reviendra quand même dans les caisses? C'est une note satisfaisante. Ah, mais c'est la preuve que ce milliard a été tout simplement détourné. C'est un des contribuables qui a encore été détourné.
Et je pense qu'il faudrait que ceux-là qui ont eu à gérer ça puissent rendre compte. Parce que s'ils rentrent pratiquement dès les premières semaines, on a bien envie de croire que le milliard ne sera pas totalement dépensé. Voilà, on ne va pas encore parler de détournement en attendant que la délégation rentre pour être sûr qu'il y a effectivement eu détournement. J'accueille Hervé Emmanuel Combe, bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. En politique banquier, moi je vous accueille avec cette nouvelle de la BICEC, des arrestations cette semaine. Et du coup, le Camerounais se perd en conjecture dans cette affaire de la BICEC. Que se passe-t-il exactement? Que se passe-t-il? Je ne suis pas dans le réseau de la BICEC. Au stade actuel de mes informations, c'est un fait divers criminel, d'un maquillage, voire d'une organisation de faux fournisseurs, avec la complicité des cadres dirigeants d'une banque. C'est extrêmement grave. Pour l'instant, ça reste une affaire interne à la BICEC. Est-ce que ça va déborder? Ce sont les enquêtes, si elles sont bien menées, qui devront déterminer. Mais il faut commencer à tirer quand même les leçons, quelques leçons. Jusque-là, l'actualité des détournements de fonds de vol du trésor public était limitée à une population des gestionnaires de fonds publics. Alors maintenant, si on doit avoir des inquiétudes sur la qualité, la solidité de la trésorerie des grandes entreprises qui se trouvent sur place, en plus un établissement bancaire et financier, ça veut dire que ça devient cancérigène et il va falloir qu'on revoie un peu tout le système de contrôle, des structures de contrôle des organisations financières, des entreprises publiques comme privées d'ailleurs, parce que dans le nouveau code pénal, je n'ai pas beaucoup lu le renforcement, par exemple, de la répression des abus de biens sociaux, des vols dans les entreprises publiques. Donc, vous demandez la BICEC pour l'instant, tout le monde peut bénéficier de la présomption d'innocence. Le plus grave dans cette affaire, c'est qu'on nous a raconté il y a quelque temps que les Camerounais ne savaient pas gérer une banque. Et on payait 100% de dettes, là on n'avait que 65% de parts. C'était le cas de la BICIC qui s'est appelée après BICEC. Aujourd'hui, ce sont les expatriés, les meilleurs gestionnaires de banques qui arrivent. Pendant 12 ans, on pille à une hauteur, dit-on, de 50 milliards un établissement financier. Tous les systèmes de contrôle classiques dans une banque n'ont pas été opérationnels. Et ça débouche sur quoi? Sur la mise en cause d'un mandataire social, d'un directeur central de la comptabilité, de 2 fournisseurs. Enfin, pour l'instant, on est encore au stade des crédits fictifs, c'est-à-dire du vol avec la complicité des dirigeants. Mais est-ce que ça ne va pas poser la question du conseil d'administration, de l'information financière de cette banque, de la COBAC, après, et puis des commissaires aux comptes? Parce que pour l'instant, l'affaire est interne et je tiens à rappeler quand même que l'organisation professionnelle des comptables est muette et c'est inquiétant, mais le comptable qui est mis en cause actuellement n'est pas mis en cause en tant qu'expert comptable, il est mis en cause dans une affaire de crédit fictif en tant que client, voire même fournisseur de la banque. Donc, c'est une affaire qui doit être éclairée. Il n'est pas question que le contribuable camerounais paye ce qui ressort d'une entreprise privée. Et pour clôturer sur ce sujet, j'ai lu ça et là, les gens qui disent que c'est le TCS qui va être compétent. Non, c'est une entreprise commerciale. Et ce n'est pas le TCS qui est compétent. Il ne faut même pas exagérer. On n'a pas renationalisé la BICEC. C'est une affaire qui concerne le tribunal de grande instance du Bruy. Donc, la voie classique. Et là, il faut voir si on a l'arsenal juridique approprié et aller jusqu'au bout de la chaîne parce que ça va poser la question de la confiance de la place bancaire et de la place financière. Donc, c'est une affaire politique et dans laquelle il faut que l'État soit intransigeant pour que toutes les informations soient faites. Bon, pour l'instant, ceux qui ont été mis en cause, ils bénéficient de la présomption d'innocence. Il faut respecter ce statut que garantit le droit, je parle sous le contrôle du professeur agrégé de droit. Merci cher monsieur, on va marquer une courte pause pour essayer de feuilleter le reste de l'actualité. C'est dans le cadre de cette revue que signe Debo Harley en DB. Trois corps mutilés de dames découverts par les populations au quartier Colbison où la psychose s'est installée depuis le début de cette semaine qui s'achève. D'autres cas d'effraient déjà la chronique dans ce même quartier rapportent mutation. Le quotidien, dans un autre numéro, faisait état de l'interpellation d'un suspect en garde à vue à la brigade du quartier pour besoin d'enquête.
Le silence du gouvernement, selon notre confrère, fait mousser la colère sur les réseaux sociaux. C'est sur les réseaux sociaux justement qu'on a découvert Lily, du nom de la mascotte de la Coupe d'Afrique des Nations féminines, ici à Cameroun Tribune. À Lily, de Spax complète le logo de la compétition et l'hymne chanté par Charlotte Di Panda. Toujours en sport, avec la météo pour parler Jeux Olympiques, mais surtout des 1,3 milliards remis à la team olympique du Cameroun pour rien. Le journal parle même du trop perçu que doivent rembourser les membres de la délégation camerounaise au Brésil. Rentrée scolaire, on en parle à Cameroun Tribune qui constate que même si les prix des manuels scolaires restent inchangés, leur nombre croissant selon les classes et l'usage qu'en font ou non les enseignants demeure un casse-tête pour les parents qui en paient le prix fort. Surtout lorsque les changements interviennent à fréquence régulière et à la veille des rentrées scolaires. Selon Émergence, le ministre des Enseignements secondaires veut dynamiter les réseaux d'affectation frauduleux. De la fraude dans les recrutements à l'Assemblée nationale, Mutation fait une incursion au cœur du dossier qui a emporté le directeur de l'administration générale le 29 juillet dernier. Des versions s'affrontent sur le limogeage de Syriac et Seba, qui aura passé 7 ans à ce poste. L'époque des fraudes désormais révolue dans l'établissement de la carte nationale d'identité. Le nouveau système plutôt sécurisé est mis en route. Le lancement a eu lieu cette semaine et Cameroun Tribune en fait sa une. La une des combattants consacrée au démantèlement douanier. Et Douala qui s'arrive aux premières opérations des APE. Le directeur général des douanes a fait une descente au port et à l'aéroport de Douala pour s'assurer de la capacité de ses collaborateurs à relever les défis. Intégration-t-il les conséquences des accords de partenariat économique sur les échanges intra-régionaux avec les représailles attendues de la sous-région contre Yaoundé. Le quotidien de l'économie évoque ces produits européens qui inquiètent. Déchets pharmaceutiques, cocaïne, chiens, chats vivants, ciment, reptiles, chasse de neige, des produits et bien d'autres regardés avec suspicion par le public camerounais. Le quotidien de l'économie encore pour parler d'un autre produit, cette fois local, le cacao dont la production est vouée à l'échec. L'objectif de 600 000 tonnes à l'horizon 2020 en question. À 4 ans de l'échéance, le compteur affiche les 270 000 tonnes. Pour notre confrère, le plan de relance pour la filière cacao-café annoncé n'est visible nulle part sur le terrain. Et toujours du quotidien de l'économie qui parle de ces innovations. En préparation dans le budget 2017, des dépenses communes, des comptes d'affectation spéciale et des dépenses d'intervention, soit plus de 470 milliards de francs CFA qui échappent à la règle du budget programme seront régularisés. 26% du budget d'investissement public géré dans le noir. Au Cameroun encore, baromètre communautaire. Au 30 juin 2016, le taux d'exécution du budget d'investissement public affichait les 55% contre 39,5% à la même date en 2015. Ecomatin révèle une note confidentielle de la Cameroun Civil Aviation Authority, note relevant des infractions relatives aux modalités de candidature. La compagnie n'a toujours pas repris les vols à destination de l'Europe. La maintenance de l'un des Boeing évoqués et l'autorité aéronautique pointée du doigt au Cameroun. Et puis, les 600 millions de la discorde de l'hôpital Jameau de Yaoundé. Une somme qui représente les dettes accumulées sous 6 ans par l'ancien directeur de cette institution hospitalière. De sources proches de l'hôpital et du ministère de la Santé, reprise par notre consoeur, notre santé, Jean-Jacques Zé aurait été limogé après avoir révélé le poteau rose. À dimanche, s'y plaît à Dieu. Debo Harley en DB, on débute avec l'insécurité dans nos grandes métropoles, notamment les villes de Yaoundé, Douala et puis dans la partie est du pays où on parle de plus en plus d'enlèvement. Insécurité, psychose d'abord du côté de Yaoundé, on a appris avec beaucoup de stupeur l'assassinat de 3 personnes du côté de Colbison, une dizaine de corps mutilés découverts à Yaoundé, au quartier Colbison, disais-je. Comment expliquer cette remontée de l'insécurité, professeur Aboya Manassé? Naturellement, l'insécurité va de pair avec la criminalité grandissante dans les villes. C'est une conséquence de l'urbanisation anarchique. Et si vous remarquez, les zones ciblées par l'insécurité, c'est toujours les quartiers périphériques. C'est-à-dire que les banlieues. Voilà, les banlieues, notamment
l'insécurité à cette échelle. Vous avez vu Mimboman, avec tous les reportages qui ont été faits sur Mimboman, notamment ici sur Canal 2. J'ai vu comment on a montré les accès quasiment impossibles. Et naturellement, Kolbison était considéré jusqu'à une date récente comme l'une des périphéries les plus malfamées de Yaoundé. Et c'est tout à fait normal qu'avec le déficit des infrastructures de base, l'accès quasiment inégalé au bien-être, c'est tout à fait normal que les bandits, les grands criminels, voire le crime organisé puissent s'y dérouler de manière beaucoup plus satisfaisante que dans les quartiers quand même qui offrent un minimum d'infrastructures de base, notamment la route, notamment les services sociaux de base. Donc je crois que aujourd'hui, un peu partout, vous remarquez que la criminalité va de pair avec une urbanisation mal encadrée, mal assumée. Et c'est tout à fait normal qu'on puisse avoir ce type de phénomène dans les périphéries de nos grandes villes. Abel Elibi Lobé, les populations parlent des crimes rituels, la police tempère pour parler tout simplement de morts suspectes. Pour vous, c'est exagéré de parler de crimes rituels à ce niveau-là? Disons que les bandits peuvent, pour perdre un peu les gens, effectuer des crimes crapuleux tout à fait ordinaires et leur donner une apparence de crime rituel, par exemple en perçant les yeux, par exemple en découpant les organes sexuels, en réalité, sans que tout ça ne soit affecté à un quelconque rite. Mais ils savent que s'ils font comme ça, ça va s'apparenter beaucoup plus à des crimes qu'on peut faire endosser par des personnalités politiques. Parce que quand on parle de rituel, ça renvoie un peu aux personnes qui sont en quête de pouvoir, des choses comme ça. Bon, donc ça peut être une façon de vouloir perdre l'opinion, perdre aussi les enquêteurs, sans que ce ne soit... moi, je considère que c'est des crimes graves qui sont crapuleux, c'est des gens sans éducation, c'est des gens sans morale qui font ce type de choses là-bas. Et je pense que j'ai toujours dit ça. Les problèmes de sécurité, il faut les laisser aux spécialistes. Il faut les laisser aux spécialistes qui sont, nous, on a des grands policiers qui sont très qualifiés, je crois, pour ça, etc. Et ce n'est pas toujours, pour moi, l'occasion de remettre en cause le schéma politique général. Parce que ça échappe souvent à ce type de considération. Mais, ce qui est aussi évident, c'est que quand ça ne va pas dans un pays, quand il y a une urbanisation comme ça que personne ne contrôle, les quartiers qui naissent d'eux-mêmes, il n'y a pas de planification, il n'y a pas de, comment on appelle ça, des plans d'occupation de sol. C'est les gens eux-mêmes qui créent les routes comme ils veulent. Et à la fin, l'État ne peut pas suivre, l'État ne peut pas mettre l'éclairage partout, etc., etc. Vous obtenez le lit de ce type de grand banditisme. Donc c'est en partie imputable à la mauvaise gouvernance. Mais il ne faut pas que on tombe dans la simplicité des analyses et croire que forcément c'est rituel. On va dire coup de chapeau à la gendarmerie nationale, au groupement territorial qui a mis la main sur les présumés coupables de l'assassinat de Kolbison. On parle de 2 personnes qui ont été interpellées. L'une de ces personnes serait l'amant de la dame morte, décédée. Alors, Charles, pour vous, dans quel cadre situez-vous ces assassinats? Moi, je m'inscris un peu en faux ici contre les allégations d'Abel Elibi Lobé. Moi, je pense que les bandits n'auraient aucun intérêt à tuer, à arracher les yeux. On sait très bien, un bandit, quand il va soit c'est pour des règlements des comptes, il est payé pour le faire, soit encore, il va régler des comptes pour quelqu'un qui l'a empêché de jouir peut-être d'une nation quelconque. Il ne faut pas réduire ce qui se passe à Yaoundé, ces crimes rituels-là également, on en a entendu dans le sud et à l'ouest. Il ne faut pas les réduire à un problème de sécurité. Je crois que c'est plus profond que cela. Il faut noter que ceux qui peuvent profiter des crimes rituels, c'est davantage les ponts du régime et ceux qui nous gouvernent. On l'a vu ailleurs, on l'a vu par exemple au Gabon. On a pu ailleurs, il y a des études réalisées qui prouvent effectivement que ce n'est pas le citoyen ordinaire qui se livre à ce type de pratiques. Même si on va en voir en termes de pourcentage, le citoyen ordinaire qui se livrerait serait de loin beaucoup moins nombreux que ceux qui peuvent s'en servir pour avoir d'autres postes électoraux, pour être nommés à des sphères beaucoup plus importantes de la société. Donc il faut aller en profondeur et à chaque fois, on
on nous présente des boucs émissaires comme des présumés responsables de ces crimes-là, mais jamais on a vu ces gens-là reconnaître qu'ils en sont les auteurs. Et maintenant, s'ils le font, mais pour qui est-ce qu'ils le font? C'est-à-dire qu'on emporte la langue, qu'on emporte le sexe, mais on l'emporte cela où? Qui en sont les bénéficiaires? Je crois c'est un problème qu'il faut poser, il faut aller en profondeur. Ça devient véritablement un cancer social, mais il est temps qu'on pose, donc qu'on aille en profondeur. Moi, je refuse qu'on puisse réduire cela à un problème de sécurité, car l'insécurité, on la vit tous les jours, mais ces crimes rituels, ce n'est pas tous les temps. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps de poser véritablement le problème et voilà débusquer ceux qui se cachent derrière cela qu'on présente chaque fois comme étant les commanditaires, ou pas les commanditaires, ceux qui posent ces actes-là. Hervé Emmanuel, comme la situation est quasiment similaire dans la ville de Douala. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Moi, je pense que comparaison n'est pas raison. Parce que dire qu'on peut obtenir un poste en apportant la langue ou les usines de quelqu'un, je crois que là, vraiment, le dire en plus un dimanche, c'est prendre trop de témérité avec le bon sens. La vérité est que le professeur Aboya vient de poser ce qui est une base sérieuse d'analyse pour des gens sérieux. Il y a un développement exponentiel, une éruption spontanée de nouveaux quartiers, de nouvelles villes qui ne s'accompagnent pas d'un plan d'aménagement territorial des zones de défense. C'est-à-dire que vous avez des quartiers qui existent maintenant, voire qui risquent de devenir des arrondissements où il n'y a aucune infrastructure, ni de la police, ni de la gendarmerie. Et les entrepreneurs du crime sont souvent des gens qui opèrent dans ce genre de zones. Bon, partir de là, il est inquiétant que le niveau de la criminalité arrive jusqu'à l'humiliation, la perte de l'humanité. Tuer quelqu'un déjà inacceptable, mutilé et mort, et devient encore quelque chose, un manque d'humanité, une bestialité à laquelle on n'était pas habitué. Donc je crois qu'il faut qu'on se calme et qu'on regarde avec beaucoup d'attention en disant nous avons une agression, une transgression de notre territoire dans le septentrion, voire même dans l'Est. Est-ce que ces guerres qui nous imposent une présence militaire là-bas ne vont pas vider, n'est-ce pas, les espaces urbains, voire même les villages, d'un minimum de sécurité. Donc, j'adhère à l'analyse du professeur Aboya et je pense que je dois m'associer pour applaudir de la rapidité, n'est-ce pas, de nos forces de défense et de sécurité, la gendarmerie, qui lorsqu'elle est présente, arrive à commencer un peu à dénuer. Donc il faut mettre les gens en confiance. Et à Douala, nous avons aussi dans les environs de Douala ce genre de problème. Mambanda posait le même problème, d'autres quartiers Bilongué, tout ça posait le même problème. Et le professeur Aboya a raison, il faut qu'on ait les moyens de notre sécurité en faisant que la présence de la gendarmerie, de la police, accompagne le développement de ces zones. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Alors, si au Manidem, on peut apporter un organe humain pour être élu, le Manidem aurait déjà beaucoup d'élus. Alors, professeur Aboya, on va rester sur la thèse développée par Charles. Et Charles dit qu'on parle également de crimes rituels à l'approche, on va dire, des grandes échéances. Et là, quelle est la grande échéance? On peut aussi le faire généralement à l'approche des remaniements ministériels. Qu'est-ce qui peut expliquer ce caractère cycliste de ces crimes? Moi, je crois que Abel et puis Charles peuvent se rejoindre. Parce que Abel demande de rester froid, c'est-à-dire d'analyser le crime tel qu'il est. Mais sauf que, justement, ce que Charles oublie, c'est que les criminels, en exécutant leur sale besogne, ont envie de jeter les forces de l'ordre sur les fausses pistes. Et la fausse piste, justement, c'est de maquiller le crime de manière à ce qu'on lui donne une orientation rituelle. Vous avez vu à l'extrême nord du Cameroun, on a tué nos soldats, on a éventré, on leur a souvent administré un traitement qui pouvait laisser croire à des crimes rituels. Vous voyez comment l'État islamique exécute. Ce n'est pas forcément rituel, c'est des criminels qui exécutent leur sale besogne dans un état de drogue suffisamment avancé. Ça veut dire que si c'est une dame, ils l'ont exécuté plus tôt que prévu. Pour justifier le salaire, ils peuvent commencer à entrevoir des actions visant à jeter les enquêteurs sur des fausses pistes. Mais, naturellement, je ne pense pas que le crime rituel s'exécute ainsi. Quand vous regardez un peu partout comment les crimes rituels se passent, vous voyez comme à Tchang, il y a un décor précis.
il y a un matériel qui accompagne l'exécution du crime rituel. Or, j'ai vu la réaction des forces de l'ordre qui ont recueilli un certain nombre d'éléments visant à encadrer cette enquête de manière scientifique. C'est-à-dire de manière à encadrer le crime. C'est d'abord le crime. La qualification de rituel est secondaire. Elle est même périphérique. Parce que vous ne pouvez pas être consolé d'avoir perdu votre sœur. Parce qu'on aura dit que c'est un crime rituel. Vous l'avez perdu. Vous avez perdu un citoyen. Vous avez perdu un membre de la communauté nationale. C'est un drame. Si c'était au Cameroun, les enfants qui ont perdu leur vie à Rouen, dans un anniversaire, on aurait dit que c'est un crime rituel parce qu'on ne peut pas imaginer comment est-ce qu'une dizaine d'enfants ont pu mourir dans un café. Moi, je crois que pour l'instant, à partir des éléments encadrés par les forces de l'ordre, c'est un crime et il faut lui donner une connotation de manière à appréhender les coupables et qu'ils nous disent effectivement s'ils étaient en train de ritualiser leur crime ou non. Pour l'instant, il y a un indice quand même extrêmement important qui est celui de l'arrestation des présumés coupables. Charles, cela vous convainc? Pas totalement. Le mode opératoire laisse penser que ce sont des crimes rituels. On emporte la langue, parfois c'est le sexe et les seins. On peut bien se demander à quoi est-ce que cela va servir. Et nous le savons tous que assez souvent, ces organes-là servent quand même à préparer, à transformer des personnes ordinaires. On le sait, on l'a vu ailleurs. Moi, je ne le savais pas. Non, mais à quoi renvoie le crime rituel, vous le savez? Non, moi, je ne participe pas pour le savoir. Nous disons tout simplement que par le passé, on a vu le président prendre des mesures fortes. Notamment, on a eu à vivre dans ce pays le commandement opérationnel parce qu'à un moment, on avait pensé qu'on arrivait à un tel seuil de criminalité qu'il fallait une telle force pour pouvoir la mater. Mais avec ce qui se passe des crimes rituels, il est temps qu'on prenne également des mesures aussi draconiennes. Car on peut se limiter à dire, ok, c'est 2-3 femmes qui passent par ces crimes-là, mais nous avons dit que c'est extrêmement grave parce qu'aujourd'hui, cela peut arriver à tout le monde, cela peut arriver n'importe où. Par le passé, c'était à Yaoundé, à Nimouman. On apprend que cela se passe hier à Fumban. On en a entendu au sud, à Ambam. Donc j'ai envie de croire qu'il faut que ceux qui gèrent prennent véritablement leurs responsabilités. Elimbi Lobé, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'avec la focalisation de nos forces de défense dans la lutte contre Boko Haram, est-ce que cela n'a pas amené les forces de défense à baisser un peu la garde côté sécuritaire dans nos métropoles? Disons que la guerre qu'il y a au nord mobilise les ressources humaines qui sont habituellement soit en stand-by, soit affectées aux missions ordinaires de sécurité publique. Quand il y a donc une guerre comme ça, on ne va pas forcément recruter beaucoup, tout le monde. Donc l'État a aussi des obligations budgétaires, etc., qui font qu'il fait avec l'effectif qu'il a. Et si cet effectif est très sollicité dans une partie du pays, on peut comprendre qu'il en manque ailleurs. Et effectivement, les bandits sont au courant. Les bandits savent qu'il y a peut-être peu de policiers disponibles parce que beaucoup de policiers sont au nord, etc., etc. Donc ça peut ouvrir des perspectives de croissance du grand banditisme. Mais pas au parce que, bon, c'est vous qui êtes en train de les qualifier de rituels, d'office. Et le raisonnement que nous faisons, c'est que la qualification doit arriver après une expertise. On ne peut pas, parce que vous avez trouvé quelqu'un, on l'a éventré, conclure d'office que c'est rituel. Parce que pour déjà dire comme ça, avec certitude, que c'est rituel, il faut que vous sachiez comment se font ces rites. Est-ce que vous savez comment... Mais c'est pas nous qui avons créé... Non, je ne dis pas que c'est vous qui êtes en train de faire la qualification. Moi, je ne peux pas me mettre... La presse en a parlé. Non, attends, mais c'est pas parce que la presse a dit ça que c'est fondé. La presse peut aller vite en besogne, comme vous aussi vous allez vite en besogne. Ce que nous voulons dire, c'est que quand vous dites rituel, ça renvoie à des pratiques que vous devez vous-même connaître. Moi, je ne sais pas comment on fait un rite pour avoir un poste avec le sexe d'un être humain. Je ne sais pas. En tout cas, vous... Je ne sais même pas si on fait un rite. Je crois qu'on a lu un livre de Balangounou, vous-même l'avez sûrement lu, on sait très bien ce qui se passait. Donc, il a un peu je lis généralement ce genre de choses et je les laisse telles que je les ai lues.
parce que c'est beaucoup de spéculations. On a vu des gens écrire ici sur l'homosexualité des personnalités politiques. Et lorsque l'une d'entre elles, pour ne pas la citer, Ona Grégoire, a refusé de se laisser marcher sur le corps, il a pris les gens qui écrivent, on les a amenés devant les tribunaux, ils n'ont rien prouvé. On les a condamnés. Pourtant, ça a circulé partout que tel est homosexuel, etc. Donc, il faut raison garder, savoir que les grands bandits, c'est des gens intelligents. Et le fait qu'ils posent des actes, ils sont aussi acquis à l'idée de terreur. Ils ont un sentiment, ils veulent avoir de la puissance. Ils cherchent à être des dépositaires d'une forme de puissance. Donc, ils sèment la terreur. Et évidemment, ce que nous voyons à travers le monde montre qu'il n'y a pas forcément un soubassement ni philosophique ni idéologique à ces actes. Vous croyez que Boko Haram est en train de prêcher une espèce de nouveau monde? C'est des grands bandits, c'est tout. Ils font du grand banditisme et ils habillent ça dans certaines circonstances, soit avec une minable conception idéologique du monde, c'est ce que l'État islamique fait à travers au Moyen-Orient là-bas. On peut avoir ça et ça encourage d'autres bandits à faire des actes et à donner l'impression qu'il s'agit de personnes commanditées. Donc c'est quand on arrête les gens, quand on fait des enquêtes, et je n'ose pas croire que la gendarmerie ou la police camerounaise, c'est vrai, la corruption a gangréné tellement ce pays qu'on peut penser que les enquêteurs arrivent à des informations qui mettent en cause de hautes personnalités et les gardent. Mais pour le moment, attendons d'abord de voir. Alors, vous voulez apporter une précision? Non, je voulais apporter une précision. L'histoire de la science criminelle, la criminologie nous enseigne, n'est-ce pas, la catégorisation de crimes. Vous avez les tueurs en série, vous avez des malades mentaux, vous avez des accidents. Et donc, si on rentre dans l'analyse de Charles, ça voudrait dire que Jack l'Éventreur était quand même le gourou d'une secte incroyable qui tuait. Et en Roumanie, on connaît l'histoire de ceux qui se servaient de sang. Il faut être sérieux. Le professeur Aboya a dit tout à l'heure, le développement de l'urbanisme dans notre pays doit s'accompagner d'un certain nombre d'infrastructures pour encadrer cela. Parce que le crime, c'est un peu comme les gars qui vont dans un magasin qui est très achalandé, ils se servent dès qu'ils voient qu'il n'y a pas de gardien. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, dans le milieu du banditisme, parce qu'en commandant ou dans un endroit, on appelle ça faire du shopping. C'est-à-dire, on croit qu'on est impuni. Alors là, on est devant des malades mentaux, soit qui sont drogués, soit qui sont dans un état mental à soigner. Et donc, soit c'est un tueur en série, soit ce sont des bandes organisées. Et ils vont maquiller leur crime en essayant de créer la confusion. Alors quand on voit un homme politique jeune, talentueux, qui rentre dans ce Congo-là, ça devient une défaite de l'intelligence parce que l'État, j'assume ce que je dis, l'État, s'il vous plaît, l'État doit être géré avec le bon sens, la loi, et l'État ne se gère pas avec la rumeur et puis la magie. Alors moi, je pense qu'il faut être... On est meurtri par ce qui se passe, mais quand vous êtes dans des quartiers qui n'ont pas d'électricité, des quartiers où il n'y a pas de poste de police, des quartiers où la gendarmerie, les quartiers qui sont enclavés, et vous avez des gens qu'on ne sait pas d'où ils viennent. Quand on parlera de l'identification, des gens qui ne sont pas identifiables, hein, et dites-moi un peu, le Chinois qu'on a trouvé les bébés dans son congélateur, c'était dans quel rite? Le Biafra qui assassinait tous les Bensikineurs qui l'amenaient au PK23, c'était quel rite? L'État est gouverné, et quand vous dites que c'est la malgouvernance, et moi je ne défends personne parce que je sais que ce que je fais, je ne crois pas qu'on est nommé ou on accède à un poste par ce genre de rite. Alors je crois qu'il faut arrêter de créer la confusion et de nous mettre ensemble dans une société de bon sens et de raison pour combattre le crime. On ne peut pas justifier. On va revenir quand même tout à l'heure. Le racisme de ceux qui gèrent le pays, pas la guerre contre Boko Haram. On va peut-être revenir à vous tout à l'heure si vous le permettez, mais je voulais quand même interroger le professeur Aboya Manassé sur ce phénomène de coupeur de route qui a eu à sévir pendant longtemps dans la partie septentrionale du pays, un phénomène qui tend à disparaître, mais du coup on annonce ce phénomène dans la Sanaga maritime au littoral et également des enlèvements dans la partie est du pays. Comment comprendre cela? C'est tout simplement la délocalisation de l'insécurité.
au moment où, je crois que c'est Abel qui l'a relevé, au moment où tous les efforts sont concentrés dans une partie, on prend à contre-pied les forces de l'ordre. On délocalise l'insécurité de manière à fragiliser. C'est un groupe organisé, une bande organisée qui... je crois que Hervé parlait tout à l'heure du crime organisé. Tous les entrepreneurs du crime se reconnaissent. Vous avez vu à l'époque, à la belle époque de l'insécurité dans les quartiers Bepanda, New Bell, tous les gangs, quand ils se retrouvent dans la nuit, ils ont des codes. Ils ne s'affrontent pas entre eux. Chacun opère dans son territoire, dans le plan de vol qui s'est fixé avant d'aller sur le terrain. Tous les grands bandits se connaissent. Ils savent où ils opèrent, ils savent les endroits qu'ils contrôlent. Je crois que ces aspects-là sont tout simplement des aspects basiques de délocalisation du crime pour frapper là où on n'est pas sûr de rencontrer les forces de l'ordre. Et à l'heure actuelle, il y a eu comme une sanctuarisation du Sud. Et les gens veulent démontrer que même le Sud, là, c'est le grand... du littoral qui semble être la pomme de discorde. Je crois que le